Salut les marques et salut les smarts, vous êtes sur le podcast qui transpire le catch, vous êtes sur Catch Up. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Mais alors quand je dis plusieurs fois par semaine, c'est la semaine où on est à fond, c'est la semaine de l'année, c'est the week of the year, c'est la semaine de WrestleMania. Je suis Raphaël, on a fait Monday Night Raw, vous l'avez peut-être écouté. On part au show jaune, on part chez les petits gamins, chez les petits jeunes, on part pour NXT TakeOver Stand and Deliver Night 1, c'est très long à dire. Et pour ça, j'ai récupéré des spécialistes de la baston qui vont s'affronter, ils sont chauds, ils sont en train de déguiser leurs couteaux. Tonton Chris, tu es là? Salut Raphaël, yeah. Comment ça va? Ça va Chaud bien, pour ça va cette bien. WrestleMania Week depuis qu'on s'est quitté à Monday Night Raw? Ah ouais, on est toujours chaud là, on va du rouge au jaune, au bleu, au gris, au vert, je ne sais pas jusqu'où on ira, mais on va faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et de l'autre côté, nous avons Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour Raphaël, bonjour tonton, comment ça va? Salut papy! Comment ça va et toi? Ah bah oui, je suis prêt à bastonner là autour de ce. Il y a des habitudes qui ne se perdent pas et moi quand j'entends NXT, j'ai envie de me bastonner. Donc je sens Bon, que je vais me bastonner. alors on commence par quoi? On commence par Dynamite? Ah non, On pas de commence conneries. par... Alors, surtout les eh ben, gens, ne faites pas le mauvais coup de regarder de l'AEW une semaine de WWE comme ça. Ne mais faites pas ce choix de mauvais non! goût. Vous me N'écoutez rendez pas pas le petit malade. vieux! N'écoutez pas le petit vieux, il dit n'importe quoi! L'épisode de Dynamite, il était terrible. Cette semaine, Jericho a fait une promo énorme! Mike Tyson est venu casser des mâchoires! C'était que Génial. du bonheur, Dynamite, cette semaine! Messieurs, un petit peu de calme, s'il vous plaît. Le match n'a pas commencé. Je sens que vous avez envie de vous bastonner, vous avez envie de vous friter. On va lâcher les chevaux. On va tout donner dans cette analyse donc du premier soir de NXT Stand and Deliver. Je sais, car nous en avons déjà discuté dans les coulisses, que vous n'êtes pas forcément d'accord. Je n'attends que ça. Le peuple de Catch-Up n'attend que ça, n'attend que d'avoir vos arguments. Mais avant ça, messieurs, laissez-moi exposer les faits. Donc, Allons-y! alors, nous allons commencer par le premier match de cette soirée, un match sans enjeu à part la gloire, mais la gloire, c'est énorme à la WWE. C'est un match entre le Bruiserweight Pete Dunne et le japonais bondissant Kushida. Papy, tonton plutôt, je pense que c'est toi le spécialiste du chrono, si tu peux nous donner les timings à la fin. Mais donc, sur ce match-là, nous commençons par une série au sol de prises de soumission, de coups dans tous les sens, puis une série d'atemi où ça claque sur les torses des uns et des autres. Kushida domine plutôt le début du match, notamment à l'extérieur. Il fait une grande course sur la rampe de lancement, puisque NXT s'inspire de la AEW. Il y a une rampe de lancement qui monte jusqu'au ring. Il travaille beaucoup Pete Dunne dans les cordes. Bon, Kushida, voilà, il rebondit, il est tout élastique. Pete Dunne, lui, prend le dessus en tordant les doigts de son adversaire, comme il sait le faire. Ensuite, il lui fait les coups de pied à la tête, un peu comme fait Daniel Bryan, en tenant les deux bras de son adversaire au sol. Il y a une série de kicks réciproques, ce qui fait dire à Beth Phoenix que ça ressemble à un match de tennis. Ça se rend coup pour coup. Depuis le turnbuckle, Kushida fait tomber son adversaire et lui fait une grosse soumission au bras. C'est assez spectaculaire. On a beaucoup de torsions sur le bras de Pete Dunne. D'ailleurs, Kushida, voilà, qui va travailler pendant longtemps, mais Pete Dunne va réussir à briser une nouvelle fois les doigts de son adversaire. Donc 2 fois, ça fait beaucoup. Il place son bitter hand et il l'emporte. Voilà, un match, tonton Chris, dont tu vas nous donner le chrono. Et puis, est-ce que c'était un bon opener ou pas? Bah écoute, un match quasiment de 11 minutes, hein, que j'attendais presque plus long au final. Je t'avouerais que j'ai été presque surpris. Parce que je pensais vraiment. Alors, on n'en a pas parlé, t'en as pas parlé, mais il y a eu un pré-show. Alors, je sais que personne à Catch-Up regarde les pré-shows à part moi. Mais moi, j'ai regardé le pré-show. Et Ah, dis-nous tout. le pré-show, c'était un match féminin entre Toni Storm et Zoe Stark. Alors, c'est un match qui avait été annoncé un peu à l'arrache, hein, qui a été un peu mis au dernier moment, je pense. Mais c'est juste pour signaler quand même que Zoe Stark a battu Toni Storm. Ah, très bien. Et qu'elle confirme donc sa montée en puissance. Hein, on en a parlé la semaine dernière avec Papy dans la dernière baston du mercredi. Et elle confirme, parce qu'elle bat quand même Toni Storm, qui a été la dernière challengeuse de Yoshirai pour le titre NXT. Donc elle bat un gros poisson. Et elle s'affirme de plus en plus, la petite Zoé. Donc, et j'en suis plutôt satisfait. Et donc, pour revenir à Marty Kushida, McFly et à Pete Dunne, écoute, c'était un match j'ai envie de dire, attendu quand même de technicien, hein, parce que même si sous sa gimmick de Bruiserweight, Pete Dunne, c'est quand même un technicien, quoi. Alors, c'est avec son British Strong Style,
mais j'ai trouvé que c'était un match plutôt technique. J'ai été surpris parce que je m'attendais à la victoire de Kushida en fait, et j'espérais, à vrai dire, la victoire de Kushida. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, et c'est pas grave parce que il y a eu tout. Hein. On a vraiment, c'était rapide, c'était intense, pas de temps mort. Kushida, en fait, pour moi, peut-être même, il a beau avoir perdu, il a peut-être fait son meilleur match depuis qu'il est arrivé à NXT. Et mais Dunn, voilà, Dunn, c'est un monstre. Hein. Franchement, il est incroyable, quoi. Et voilà, il écrase carrément les mains 2 fois avant de finir avec le Peter N, quoi. Et victoire avec sa tête arrogante à la fin là, de sale anglais que je déteste. Et c'était parfait, c'était un opener impeccable pour se mettre dans le mood d'un takeover. Papy, plutôt Brexit? Plutôt Brexit, plutôt Tonton Xit, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec Tonton sur le match. Je trouve que c'était un match indigne d'un takeover, un match de 11 Indigne, minutes, sans carrément. intérêt, sans saveur. Non, sérieusement, c'est un match, je l'avais dit en faisant les pronos de takeover que je n'attendais pas en fait ce match-là, parce que je trouvais qu'il avait été parachuté de nulle part, alors que ces deux gars, je les aurais bien vus dans le match suivant d'ailleurs. Et du Là, je suis coup, en fait, d'accord là-dessus. c'est mon principal reproche de ce takeover, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont voulu étaler en fait les gars pour remplir les 2 soirées. Et donc du coup, on se retrouve avec ce match sorti nulle part. Et moi, j'étais pas du tout hypé. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils ont rien fait pour m'hyper un peu plus. Donc, je suis passé totalement à côté en fait. Je m'en foutais complètement. Et à l'issue de ce match, j'étais toujours pas rentré dans le pay-per-view. Donc, ouais, je m'en fous. Alors, ça commence sur les chapeaux de roue cette affaire. Ah là là, ouais, vous êtes décidément pas partis sur les mêmes bases. Alors moi, je vais jouer les intermédiaires. Hein. J'étais un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'aime bien le style des deux garçons, notamment celui de Pete Dunne. Donc j'ai bien aimé la rencontre. Moi, ça m'a plutôt bien lancé. Mais c'est vrai, je rejoins un peu Papy sur le fait que j'ai pas non plus été très surpris par le match. J'ai vu ce que les deux savent faire à peu près classiquement. Kushida qui rebondit un peu dans tous les sens et Pete Dunne qui tord des bras et qui casse des mains. Donc on va dire ils ont joué leur partition sobrement. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, l'opener. C'est pas bon. Kushida, c'est vrai qu'il est pas là depuis très longtemps, donc c'est un de ses plus gros matchs. Pete Dunne, il a eu des matchs beaucoup plus intenses avec beaucoup plus d'enjeux contre les Irlandais, les Anglais, les Autrichiens, tout ça. C'est un peu plus mineur, je pense, dans sa carrière, mais moi, ça m'a ouvert l'appétit. Et ça tombe bien parce qu'il y avait à bouffer ensuite, hein. Ah, il y avait de la Et barbaque ça après continue. derrière. Ça continue. Donc ensuite, on part sur un gauntlet match elimination pour donc le match. Le gagnant de ce match, pardon, obtiendra un title shot pour le titre North American Championship de l'adorable Johnny Gargano, mais le lendemain. Et oui, donc pas ce soir. Donc le concept, c'est un peu une sorte de Royal Rumble. Hein. Ils sont deux arrivés sur le ring. Il y en a un qui arrive toutes les 3 minutes et puis il faut s'éliminer les uns les autres. Donc Ouais, sauf qu'il faut un tombé ou une soumission, pas passer par-dessus la 3e corde. c'est ça, effectivement. Oui. Il faut un oui, c'est vrai, il y a pas de disqualification, c'est vraiment tomber ou soumission d'ailleurs, pour éliminer. Donc c'est Leo Ruff et Isaiah Swerve Scott, je ne prononce pas terrible, mais c'est son nom, vous avez reconnu, qui commence. Et ils commencent très mal, puisqu'ils sont même pas arrivés sur le Titantron, qu'ils sont déjà en train de se bastonner, ils se jettent les uns les autres, ils vont s'envoyer sur les barricades à l'extérieur du ring. D'ailleurs, il y a un peu plus de public hein, que d'habitude. Il y a toujours les écrans, mais il y a toujours du public. Le Capital Wrestling Center est chaud. Oui, je n'avais pas mentionné qu'on avait eu droit à un hymne américain aussi bien rock'n'roll en intro, mais c'est plus pour le côté patriote. Donc en fait, il y a eu grosse baston avant même que le match commence. Puis ils ont fini par arriver sur le ring. Donc Scott, il éclate un peu Ruff à l'extérieur sur les barricades. Il lui fait une grosse guillotine sur les cordes. Il se place sur le turnbuckle pour lui faire un powerbomb, mais qui est contré en Huracan Rana. Et puis là, donc, les deux sont un petit peu KO. Ça tombe bien, comme par hasard. Le chrono, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arrivé de Bronson Reed. Alors là, on a un gros costaud, hein, au milieu de ces deux petites, ces deux petits gabarits. Bronson Reed, il fait pas peur à l'Ayorov qui lui saute directement dessus, mais Reed il le jette, il le dégage au loin. Il va même s'asseoir par 2 fois. Bronson Reed, c'est une de ses prises. Là, voilà, il se laisse tomber, il se laisse chuter sur l'Ayoruf 2 fois, et donc il l'écrase au sol. Il y a un beau segment sympa où ils se placent tous les 3 dans une souplex. Donc c'est Bronson Reed qui envoie
les deux autres en superplex. À ce moment-là, puisque encore une fois, il y a un petit temps mort, Cameron Grimes débarque avec sa nouvelle gimmick de Million Dollar Man. Et du coup, il paye, il achète visiblement les services de Scott en lui donnant une bonne grosse liasse là, de billets verts. Et l'autre, il la met dans son slip. C'est l'endroit le plus sûr. Tonton, tu pourras nous le confirmer, je pense. Cachette dans le slip. Et puis voilà, donc du coup, voilà, il y a eu un deal. Donc Cameron Grimes et Scott, ils travaillent à deux sur l'IRF d'ailleurs, puisque Bronson Reed a été dégagé à ce moment-là. À cet instant, toulouloum, Dexter Lumis arrive, et alors, bizarrement, alors que Dexter Lumis arrive, pendant son entrée, Scott élimine l'IRF en faisant le tomber à la place de Cameron Grimes. Alors, il lui vole le tomber, mais c'est pas très utile, puisque de toute façon, on s'en fout qui fait le tomber. Ouais. Donc, l'IRF, il est sorti. Merde. Dexter Lumis, il se retrouve face à Bronson Reed. Il lui fait d'ailleurs un DDT sur la rampe. Il fait un superplex à Grimes. Il fait un bulldog à Scott. Donc voilà, il y a un petit duel Bronson Reed, Dexter Lumis, ça se regarde. Bronson Reed est envoyé dehors. Lumis fait une grosse close line sur Cameron Grimes et ils tombent tous les deux à l'extérieur du ring. Donc il n'y a plus personne sur le ring. Et c'est le dernier qui arrive, LA Knight. Donc lui, c'est un trash talker. Il arrive avec son micro. Il dit du mal de tout le monde. Quand il arrive, il dit ouais, toi t'es une merde, et puis toi aussi, et puis toi aussi, et puis vous allez tous perdre parce que LA Knight il va gagner. Sauf qu'il prend un Samoan Drop de Bronson Reed. Bienvenue. Ouais, bienvenue dans l'équipe. Dexter Lumis tente de faire sa soumission, son silence sur Cameron Grimes, mais LA Knight arrive à lui placer discrètement un pin. C'est pas un roll-up, mais il arrive à le bloquer au sol. Donc Dexter Lumis, surprise, est sorti, un peu comme ça, comme si de rien n'était, par LA Knight. Sauf que LA Knight, il n'a pas le temps de pavoiser, il se fait enchaîner par Cameron Grimes et par Bronson Reed, et il est éliminé également. Du coup, Dexter Lumis en profite à l'extérieur du ring pour lui placer sa silent finition. Donc voilà, bonne soirée LA Knight, au revoir. Je résume car c'est compliqué, ils ne sont plus que 3. Donc on a Scott, on a Cameron Grimes et on a Bronson Reed. Donc il y aura une série d'atemi, de kicks. Là, les trois vont vraiment faire un peu en triangle, hein. Il y en aura pour tous les goûts. Ils vont même finir tous les trois au sol après une série de super kicks réciproques. Scott et Grimes se mettent à deux sur Bronson Reed, mais à la surprise générale, comme ça, comme si de rien n'était, pareil, Scott place un pin sur Cameron Grimes, et voilà, il dégage le petit milliardaire avec son chapeau ridicule, et il ne reste plus donc que Isaiah Swerve Scott et Bronson Reed. Donc Scott, il arrive à faire tomber Bronson Reed du turnbuckle sur l'arête du ring, vers le côté extérieur, sur le dos, ça fait très mal. Il lui envoie ensuite son 450 splash, donc il y a un bel enchaînement, mais ça fera simplement 2. Et puis finalement, il va y avoir powerbomb et gros splash de Bronson Reed pour la victoire. Donc le powerhouse, le gros costaud du match, l'emporte. Il gagne son shot, et un petit peu plus tard dans les coulisses, pendant l'interview, il croise Gargano qui le provoque un peu en lui disant allez, kiffe bien ta nuit parce que demain soir, ça sera pas la même. Papy, toi qui es un grand fan de Gargano, est-ce que tu trouves que la bataille pour son challenger a été au moins digne de son talent? Ah, digne de son talent, oui. Du coup, mais c'est pas forcément un compliment, tu vois, Ah, de dire ça. Ouais, alors je vais faire le lien avec ce que je disais avant. C'est que du coup, avec Kushida et Dunn en dehors de ce match-là, on se retrouve avec des mecs comme Lion Ruff dans ce match-là qui a rien. Swerve Scott qui fait finaliste, qui représente rien non plus là, un espèce je sais pas si c'est son finish quand il met des espèces de petits coups de pied derrière la tête là où il dit attention j'ai touché, qui sont pas du tout impressionnants. C'est pire que quand Nathaniel fait son truc, tu sais quand elle rebondit dans les cordes et qu'elle marche sur l'adversaire. Bah lui c'est pareil sauf qu'il met pas son poids dessus, donc c'est vraiment pas du tout impressionnant. Après, il y a eu 2-3 moves impressionnants. Quand il y avait Loomis, tout ça, c'est sympa, mais ils sont vite fait sortir. C'est con, Loomis et les Knights. Donc, on s'est retrouvé avec, en plus, Cameron Graves dans les 3 derniers. Je priais vraiment de toutes mes forces que ce soit notre ami, merde, j'ai oublié son nom, le Bronson? vainqueur. Hein Bronson Reed. Bronson Reed qui s'impose. Parce que quand j'ai vu les deux autres, je me suis dit, oh putain, la catastrophe. Mais heureusement, c'est Bronson Reed qui gagne. Ce qui méritait, hein, parce que c'est un gars qui, pour le coup, fait plutôt bien le taf. Mais voilà, donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un match vraiment, j'ai l'impression qu'il est perdu sur la carte, quoi. Il y a vraiment trop de gars qui ont pas du tout le niveau.
Et bah, c'est pas super. Ouais. Mon début de takeover, il est vraiment. J'ai l'impression d'assister à des matchs de weekly pour l'instant. Il n'y a pas de gros niveau. On verra par la suite que ça monte quand même un peu. Et juste de petites parenthèses, parce que c'est à partir de là où ça commence à me choquer. Le public, effectivement, ou qui était un peu plus nombreux que d'habitude, mais qui du coup était pas forcément bien non plus dans le mood des matchs parce qu'ils avaient tendance à bien supporter Lille comme il fallait. Donc c'est pas toujours terrible. Et autre chose qui m'a vraiment, pour le coup, vraiment plus perturbé, et c'est à partir de là où je m'en suis rendu compte, c'est qu'il y avait énormément de coupures pub, vu qu'en fait c'était un match qui était en codiffusion avec USA Network. Et donc il disait attention, on passe en picture to picture, et puis pendant peut-être pas, peut-être pendant 30 secondes, 1 minute 30, tu avais de l'action qui continuait, mais tu savais qu'il allait rien se passer, vu que de toute façon c'était en page de pub sur USA Network. Et effectivement, généralement pendant ces moments-là, bah, il y avait 2-3 moves, mais il se passait jamais rien en fait de décisif. Et ça a duré en fait pendant tout le show, hormis le main event, tu avais des passages de pub où tu savais qu'il se passerait rien. Et donc ça, je trouve un peu dommage dans ce qui veut être un pay-per-view. Heureusement, là en nuit 2, il n'y aura pas ça, mais pour le coup, ça m'a assez gêné. Tonton? Ça a été un problème, en fait, tout le pay-per-view, ça, et un truc qui m'a posé beaucoup de problèmes, en particulier d'ailleurs pendant le Walter Ciampa, c'est que en même temps, on avait la réaction de la foule et en même temps, on avait l'ingénieur du son qui continuait à être complètement compulsif derrière sa table et qui envoyait du son parallèle, quoi. Et ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, J'ai euh, remarqué aussi, ouais. à plusieurs occasions, par exemple, en fait, il envoyait des bouts sur telle ou telle île ou tel mec, en fait, même pas forcément parce qu'il est île. Par exemple, Dexter Lumis, il a eu droit à des bouts par la régie son, alors que dans le public, on entendait des Let's Go Dexter, Let's Go Dexter. Donc il y avait un problème. Et ça sera encore pire pendant le Walter versus Ciampa, ça. Donc ça déjà, premier carton rouge à la technique de NXT, là, parce que franchement, ça s'était complètement foiré. Après, le match en lui-même, le match, il a duré 23 minutes 15. Moi, j'étais pareil, le line-up, hein, j'étais pas emballé par Isaiah Scott et par Leon Ruff déjà à la base. Et puis après, j'ai eu une espèce d'illumination sur les premières minutes parce que j'avais donné LA Knight vainqueur. Et puis je me suis dit, mais non, mais en fait, ça colle pas, quoi. LA Knight, il peut pas gagner ce match, quoi. C'est un heel, il va pas aller affronter Gargano, quoi. Donc ils vont nous faire gagner un face. Et là, j'ai eu une inquiétude, hein. Je me suis dit, c'est pas possible, ils vont quand même pas nous faire gagner Léon Ruff. Alors, l'horreur. Et donc, je me suis dit, bon, il reste quoi? Il reste Bronson Reed en vrai face, et puis Dexter Lumis, qui est plutôt une espèce de twinner, quoi, finalement. Mais LA Knight, pour lui, c'était déjà quasi enterré, puisque c'est un heel. Swerve Scott s'est aussi présenté comme un heel, et Cameron Grimes, pareil. Donc, du coup, la sélection naturelle se faisait, quoi. Après le match en lui-même, j'ai trouvé que c'était plutôt de bonne qualité. Pareil, comme toi, Papy, j'ai relevé les histoires de pub parce que effectivement, tout d'un coup, l'action se ralentissait et les mecs, on semblait que voilà quoi, qu'il y avait une espèce d'accalmie. Donc ça donnait une intensité, un rythme bizarre au match, quoi. Mais après, moi, j'ai du mal à comprendre, quoi. Sur ce match, j'ai trouvé le match de bonne qualité en termes de catch. Heureusement, Léon Ruff se fait sortir le premier quand même, quoi, parce que quand même, je voyais même pas ce qu'il faisait déjà dans le match. Donc, heureusement, il se fait sortir le premier. Mais je comprends pas le finish, quoi. Je comprends pas le Bronson Reed versus Scott pour terminer ça, quoi. Et avec Cameron Grimes, quoi. C'est-à-dire le trio qui termine ce match, pour moi, c'est l'incompréhension totale, quoi. Parce que je pense tout simplement qu'on va nous envoyer vers une rivalité Loomis versus Knight dans les mercredis qui vont suivre, enfin dans les mardis dorénavant. Et donc du coup, j'ai une pointe de déception sur ce match. J'ai trouvé le match in-ring de bonne qualité, mais tout le booking et le finish avec les trois, tout ça, ça m'a pas emballé des masses. Juste un dernier mot pour finir sur le vainqueur quand même, parce qu'au final, Bronson Reed, c'est un catcheur que j'aime bien, qui fait beaucoup de références au passé, et ça j'aime beaucoup, que ce soit dans son moveset, dans ses tenues, voilà, il a, on va dire, il a cette qualité, voilà, de faire référence à l'histoire, et ça me plaît bien. Et je trouve que au final, il mérite sa place. J'espère qu'il va écrabouiller Gargano ce soir, enfin cette nuit. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Ah bah c'est marrant parce que vous avez l'air d'être un peu d'accord. Alors moi j'ai été plutôt vraiment emballé par ce match, mais je pense que c'est parce que je ne regarde pas autant que vous les weekly, donc j'ai été un peu moins parasité peut-être par le côté line-up qui apparaît faible. Moi j'ai trouvé il y avait énormément de rythme dans ce match. Les 3 minutes passaient vite, les mecs sont arrivés assez vite les uns après les autres. Moi j'ai eu
pas mal de suspense, hein. J'ai trouvé que justement, l'ordre d'élimination paraissait pas du tout celui, qui correspondait, on va dire, à la hiérarchie de la carte, mais j'ai pas forcément trouvé ça négatif, que les gros favoris, enfin que moi je connais pas énormément, mais je voyais assez, LA Knight et Loomis aussi comme des favoris. Les voir sortir assez vite, c'était assez inattendu, donc ça m'a un peu surpris et j'ai plutôt bien aimé. Moi, j'ai trouvé que les petits gabarits ont volé un peu dans tous les sens, le gros costaud, a bien détruit tout le monde et puis, bah, Loomis est là et LA Knight au milieu qui ont bon fait un court passage, ça c'est sûr, Ouais, mais alors assez vite, c'est vite dit, hein, c'est le cas de le dire, quoi, parce que ouais, au final, Loomis, il se fait sortir après 15 minutes de match, hein, quand même, hein, sur ouais, les quand presque même. 24 minutes, et LA Knight se fait sortir dans la minute qui suit, quoi, par Bronson Reed, quoi. Donc Ah, mais ils entrent après, les 2 derniers, non? ouais, Aussi? ouais, 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 ouais. Mmh. En plus, ouais, parce que LA Knight, pour le coup, aura eu un spot très très léger, hein, dans ce match, hein. Il sera vraiment pas Mmh. resté longtemps, quoi. Ah, là, je rejoins Papy sur ce qu'on disait au début, en fait. C'est vrai que finalement, à la place de Ruff ou de Scott, voire même de Cameron Grimes, Kushida et Pete Dunne, ça aurait eu de la gueule dans ce line-up. C'est vrai, mais du coup, Pete Dunne aurait dû gagner, sûrement C'est possible, oui. et il est heel. Et Non, il mais est il aurait perdu contre Bronson Reed, ça aurait fait une super victoire de prestige pour Reed plutôt que de battre, Swerve Scott, hein. bah, C'est ouais, vrai. ouais, ouais, ça, c'est vrai que pour le coup, c'est un peu ça, enfin, vraiment, moi, pour moi, c'est vraiment un truc, une décision assez étrange, ça. Bon, bah, écoutez, on verra, on lui souhaite le meilleur, pour ce soir à Bronson Reed, hein. Ouais, je soutiens ce message de tonton parce que Bronson Reed, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, il est temps pour lui. Allez, il est temps de passer à celui qui n'est pas le main event, mais qui sera quand même un très, très gros match, une très, très grosse affiche, très attendue. Heu, Tommaso Ciampa, donc le vieux de NXT, voilà, le vieux de la division des jeunes, qui affronte Walter, le champion, NXT UK depuis 2 ans et 2 jours, ouais, et qui avait battu, bah, justement, Pete Dunne, un gros match, hein, on s'en souvient. Et donc Ouais. depuis, bah, depuis Walter, voilà, il a roulé sur tout le monde. Alors il n'a pas, fait 2 ans, à catcher beaucoup non plus, hein, il y a eu, le covid, tout ça, mais il est quand même champion depuis 2 ans et donc il affronte Tommaso Ciampa, qui est un bon gros costaud aussi de la division jaune et justement, bah, ils sont là pour se prouver qu'ils sont costauds, donc ça commence, par, s'échanger beaucoup de coups, hein, Walter, il donne ses grandes claques là avec ses énormes mains sur le torse de Ciampa. Ciampa, il envoie plutôt des kicks, il travaille le bras de Walter, un bras qui a été blessé a priori. Walter lui répond en lui envoyant 2 gros big boots dans la face, façon Kane là ou Undertaker. Et à l'extérieur du ring, Walter, il va essayer de faire une sorte de gros atémi, de grosse claque sur Ciampa, qui l'évite et il va péter la table des commentateurs, qui sont très impressionnés, qui vont passer un bon moment à dire: «Oh là là, il nous a pété la table, Wade Barrett, il arrête pas de Remouvez-le! dire, ouais, Wade Barrett, il arrête pas de dire: «Oh bah, 15 ans que je fais du catch, jamais vu ça, un truc pareil, incroyable, c'est pas possible, qu'est-ce qui c'est qui se passe dans dans ce pays, il y a plus de saison», tout ça. Donc pendant ce temps, Walter, il a pris le dessus, il domine, un peu lentement là sur Ciampa qui est au sol, il le traîne un petit peu d'un sens ou à l'autre. Tommaso Ciampa se réveille, il envoie une série de lariats, de clothesline sur un Walter qui ne tombe pas. Alors là, il lui en envoie, je n'ai pas compté, peut-être 15, hein, de grosses clothesline. Il part, il rebondit dans les cordes, il lui renvoie un coup, il repart, il rebondit dans les cordes. Ah Là, bah, ouais, il y ça, en a c'est la eu, page de pub, par exemple. ça c'est la page de pub, ouais, bah, il y en a eu peut-être, 20 ou 30, je ne sais pas, ou enfin bref, une grosse série de clothesline. Il réussit, ça c'est pas dégueu, à soulever Walter quand même, à lui faire une sorte de, alors je ne connais pas ses prises, enfin je connais pas les noms, mais ça ressemble un peu au White Noise de Sheamus. Et puis bah voilà, il est pas très loin de l'emporter Ciampa et ça va faire near fall tout ça. Mais Walter se réveille et lui envoie un German suplex, un gros lariat et là aussi ça fait simplement 2. Ciampa se reprend le dessus, il tord la main du pauvre Walter au milieu du ring. Et il lui fait ensuite, depuis le turnbuckle, un nouveau, voilà, white noise, on va appeler ça comme ça. Donc une grosse descente, une grosse chute, mais ça fera 1, 2, 2,95. Les 2 hommes se relèvent, ça envoie une série d'atémies dans la tronche. Walter place 2 powerbombs, à Énorme. Ciampa, énorme. Ça fait là aussi 2,99. La foule scande des «This is awesome», mais elle a à peine le temps de finir la phrase qu'en fait, Walter, clôt le deal avec un gros, Zatemi, dont nous allons parler. Un Zatemi qui fait débat et sur laquelle il remporte la victoire.
Donc bah, voilà, est-ce qu'on est parti pour encore 2 ans de règne? Bon, je n'étais pas, présent pour les pronostics, mais je pense que là, c'était, le suspense n'était pas énorme, mais est-ce que la bagarre a quand même été intense? Tonton, est-ce que tu es satisfait? Ah ouais, D'Imperio. moi, je suis totalement satisfait. J'ai trouvé que c'était un match fantastique. 17 minutes de match. Alors, il faut savoir que Walter va redéfendre son titre à NXT UK. Là. Il va affronter Rampage Brown. Donc, le mec est sur tous les tableaux. Moi, j'ai trouvé que le match était fantastique. Alors, la polémique sur le finish. J'ai regardé plusieurs fois ce finish parce que vraiment, j'ai été tellement choqué de voir tout ce qui était dit là-dessus parce que moi, alors moi, je dois avoir vraiment des problèmes de lunettes. Tu demandé la VAR? Il faut que je vois, ouais, voilà, ouais, il faut que je demande une correction auprès de mon opticien. Mais moi, j'ai pas vu la même chose que beaucoup apparemment. Alors déjà, l'histoire de la power bomb. Il n'y a pas de power bomb. Il finit pas avec une power bomb. Non. Et d'ailleurs, même moi, je me suis fait avoir par ça parce qu'à force de lire des gens qui parlaient d'une power bomb, et je me disais ah bah ouais, c'est une power bomb. Et puis je me suis dit mais non, mais c'est pas une power bomb qu'il met. Et après avoir rechecké, effectivement, non, il ne met pas une power bomb. Il met une snap suplex modifiée, ce qui est pas la même chose. Et derrière, dans l'élan de Ciampa sur la snap suplex, il se relève et derrière, bam, il lui met la Temi. La Temi qui touche, qui arrive pleine poitrine. Je renvoyais les images, les amis, elle arrive pleine poitrine, la Temi. Et comme je l'ai expliqué, Walter, il a gagné des matchs par paquet de 12 sur ses ATMI. Quoi. Donc, je veux dire, il y avait strictement rien d'extraordinaire à ça. Pour le coup, justement, on peut presque dire qu'ils ne se sont pas trop fait chier. Ça a été un finish très classique de Walter là-dessus. Quoi. Mais finalement, moi, ce qui m'a emballé, c'est pas tant le finish, parce que moi, j'aurais même été plus tôt que ça, puisque moi, j'aurais fait finir le match peut-être 1 ou 2 minutes auparavant, en particulier sur la deuxième power bomb, parce que sur la deuxième power bomb, en fait, Walter, il s'effondre sur Ciampa de tout son poids, et il le colle, et on se demande à ce moment-là comment Ciampa, il réussit à kick out, parce que vraiment, Walter, il est tellement effondré sur lui, que moi, j'ai vraiment cru que c'était la fin du match à ce moment-là, et je ne m'attendais pas à ce qui se passerait, ce qui va se passer par la suite. Après, j'ai trouvé ce match phénoménal. Quoi. J'ai trouvé que les deux mecs se sont envoyés. Alors, comme elle m'a dit ringside, Ciampa a fini en steak haché, mais Walter aussi. Hein. Il a fini, quand il se retrouve sur la rampe avec tous les membres d'Imperium, là, on voit, il a le torse, mais qui est écarlate. Et il semble avoir bien mal à une épaule en particulier, j'ai l'impression. Et vraiment, les mecs se sont envoyés. C'était hyper stiff comme match. Hein. C'était vraiment. Même Ciampa dans sa rivalité au pic de sa rivalité avec Gargano, je pense que rarement il en a pris autant plein la gueule que ce qu'il a pris par Walter. Alors, Walter, le monde de la WWE, je parle des officiels là pour le coup, ne tarit pas d'éloges sur lui. Triple H a annoncé déjà qu'il voulait tout faire pour que Walter quitte NXT UK, donc c'est pour ça que tu parlais de peut-être du titre qui va continuer 2 ans, je pense pas. Parce que apparemment Triple H fait le forcing pour que Walter accepte enfin de venir s'installer aux États-Unis et commence une vraie carrière américaine, on va dire quoi. Mais pour moi, ça a été un match énorme. Enfin, moi, j'ai rien à redire de ce match. J'ai adoré. Je lui mettrais un 4 étoiles et demie sans problème. Très bien, la défense a parlé, la parole est à l'accusation. Voilà. Le procureur, papy. L'accusation, ça va être vite dit, parce que moi, si on devait donner une note tout de suite, moi, je mettrais un 3,75. Donc, je suis pas Ah non plus ouais. à tuer le match. Hein. Ah bah dis donc, t'es pas du tout dans la même humeur que t'étais sur Non, non, le non. Discord. Tu as largement changé d'avis quand même depuis. Non, mais Quoi. pas du tout, pas du tout. J'ai pas changé la vie Ah, d'un pouce. ce Monsieur Tonton, scandale. Monsieur Tonton, vous laissez parlez. parler. Là, l'objection, votre honneur. Et non, parce que je donne un 3,75 alors que je leur donnais un 4 à Corbin versus Drew McIntyre. Donc, il est en dessous de Corbin versus Drew McIntyre. Fin de la parenthèse de Discord. Oui, moi, en fait, avec ce match-là, je trouve qu'on a enfin démarré le pay-per-view. Enfin, un match qui a sa place dans ce pay-per-view où les mecs se donnent au-delà d'un juste une confrontation du je suis plus technique ou je suis multijoueur ou je suis pas quoi. Là, ils ont vraiment donné, on va dire, ils ont mis les petits plats dans les grands et fait et était bien spectaculaire. Effectivement, il y a de la psychologie dans le match. Enfin, il y a tout qui est bien fait globalement dans le truc. Et là, comme je dis, c'est vraiment un match digne d'un pay-per-view, digne d'un takeover. Voilà. Si j'avais dû faire mon takeover parfait de cette WrestleMania Week, et ben j'aurais mis celui-là en opener parce que pour moi, c'était le vrai match qui en plus chauffait les foules comme il fallait, quoi. Donc, il était parfait pour ce genre de truc.
un fast forward vers le finish, où je suis pour le coup pas du tout d'accord, parce que pour moi, c'est ça qui rabaisse sa note. C'est que je trouve que l'ATMI de Walter, non seulement il est pas super impressionnant, parce qu'il, bon, d'accord, j'ai revu l'image, effectivement, il le touche, mais par contre, il le touche pas pleine main, là, qui claque comme il faut, il le touche main pas plate, mais main, comment dire, penchée. Donc, c'est pas super impressionnant, je trouve. Et surtout, je trouve qu'il est pas du tout, il arrive pas du tout au bon moment, quoi. Comme tu le disais, Raphaël, on était entre deux actions, tout ça, on se disait, bon, bah, ça va continuer un petit peu, puis d'un coup, hop, il tombe de nulle part. Le Ciampa vient de prendre sa stab souplesse qui était super impressionnante pour le coup. Mais bon, il se relève comme une fleur, hop, il avance vers Walter, puis il se prend un pot à il tombe par terre. Je l'ai dit en provoquant un peu sur le Discord, mais c'est vrai que ça me rappelle un peu les finishes type Cobra, quoi. C'est le truc, tu comprends pas que le mec, après s'être pris des souplesses, des machins, tout ça, il se prend une claque et c'est bon, il est par terre, il est mort. Alors, je veux bien que ce soit un finish utilisé régulièrement par Walter, mais ça veut pas dire pour autant que pour moi c'est un bon finish. C'est voilà, exemple Cobra, Santino Marella a gagné plein de matchs avec ce finish. C'était pas un bon finish, c'était pas crédible, c'était un Non, bouffon Santino mais Marella. il va me Walter, comparer tu lui mets une Walter à chaussette, Santino Marella, et mais ben non, Walter, c'est Santino peuple Marella de sans chaussette. ketchup, Voilà, c'est tout. peuple de ketchup, mais peuple de ketchup, venez à mon secours. Mais non, mais bon, Santino est mis dans la balance avec Walter. Non, mais eh ben oui, eh ben tu verras que dans papy. quelques années, eh ben Walter, il aura une chaussette en forme de je ne sais pas quoi et qui se battra avec sa chaussette comme un Ah, couillon. Voilà, ah, monsieur, mais avec son slip blanc. papy, je sais pas ce que tu fumes, mais c'est très très fort. Il faut que tu m'en donnes, quoi, parce que là, franchement, non, je peux pas adhérer. Objection, votre Non, mais honneur. alors, comme je disais, je force le trait. Par contre, moi, je trouve qu'effectivement, le finish est très en deçà du reste du match. Et donc, du coup, moi, on en parle souvent quand on fait les reviews de Rose, Madame, tout ça. La fin d'un show, c'est ce qui donne la note du show. Et ben, la fin du match, c'est pareil. Et cette fin de match-là, j'ai trouvé cheap par rapport au reste. Donc, du coup, bah, ça me laisse un arrière-goût de ah, c'est dommage. Parce que le match était bien. Et comme je dis, c'était la première fois que je me sentais vraiment que ça en avait pay-per-view. Donc, dommage. Ouais, moi, j'ai plutôt mangé du côté de papy sur la fin. Oh. Désolé tonton, j'ai adoré le match et je trouve que c'est un excellent match et que c'est 2 très grands catcheurs et j'espère bien que Walter va faire une superbe carrière américaine. Mais au-delà du côté Atemi, ouais, je l'ai trouvé un peu anti-climax, dans le sens où on venait d'avoir tellement de gros trucs et c'est vrai qu'il y a eu ce petit moment où le public a commencé à chanter pour qu'il se relève. Moi, j'attends. Ouais, c'est mal tombé par rapport aux réactions du public et par rapport à la foule qui avait l'air chaude et aux actions qui avaient l'air de se succéder. Il y a manqué ce gros spot, je trouve, final, qui aurait pu vraiment conclure le match. Mais sinon, le reste de la rencontre était de très grande qualité. Après, bon, ben voilà, papy, hein, c'est une fois que tu as pris un power slam, une suplex et tout, peut-être que par effet d'accumulation, une dernière petite claque, il lui restait plus beaucoup de PV, comme on dit. Et puis hop, et C'est le voilà. Finger Poke of Doom. Mais je pense que Walter fera une meilleure carrière que Santino Marella. Par contre, il peut avoir sur certains aspects une petite gueule de Vladimir Kozlov. Mais ça c'est le côté européen de l'Est, je pense. Ouais, c'est Kozlov qui a mangé Barella en fait. C'est Et ça. qui l'a bien gardé sur le beat. Juste une petite précision par rapport au finish, une dernière petite chose aussi qui a fait que je suis pas allé, enfin que j'ai pas aimé, c'est qu'en plus les commentateurs l'ont pas du tout vendu quoi. Ils ont dit oh anatémie et puis boum 1 2 3. Tu vois, ils ont même pas dit oh putain il a fait son anatémie, tu vois, c'est non c'est oh anatémie. Bah voilà. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je le redis, hein, pendant ce match, l'ingénieur son, mais franchement, si j'avais eu une batte de baseball, ça serait mal passé pour lui, quoi. Ah, Parce que c'était la cata. Hein. le mec balance des bouts Walter en même temps que le public de NXT qui est en train de chanter Let's go Walter et une autre moitié du public qui répond Let's go Ciampa, quoi. Le mec, l'ingénieur son, à lui tout seul, a gâché l'ambiance pendant ce match, quoi. J'étais dingue d'entendre ça. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au début, sur le coup, je comprenais pas. Sur le coup, je me suis dit, mais c'est le public là qui est en train de faire des bouts. Et puis, tu vois, ça collait pas avec la réaction des gens derrière les plexis, quoi. Je voyais bien que les gens, ils tapaient sur les plexis, ils disaient let's go, let's go. Je dis non, mais c'est pas possible. Et puis, en fait, tout à coup, pendant une phase, je crois, quand ils étaient ringside, je crois peu de temps avant que Walter casse la table avec un Atemi, à ce moment-là, en fait, on a bien entendu le public faire un let's go Walter, let's go Ciampa, et le mec a repoussé le potard à fond sur les bouts Walter, quoi. Alors qu'en fait, le public était pas du tout dans ce mood-là, quoi.
Et je trouve que, alors là, pour te gâcher une ambiance, franchement, il y a pas mieux, quoi. Donc j'espère que le mec s'est fait engueuler sévèrement par Paul Lévesque à la sortie du truc. Ouais, j'ai l'impression qu'ils voulaient masquer en fait les réactions qui étaient pas dans le bon sens. Alors, il y a eu Ouais. effectivement, je trouvais que le public avait tendance à pas du tout suivre les alignements, et on le verra surtout pendant le freeway derrière en fait, où là pour le coup, je trouvais qu'ils encourageaient un peu n'importe qui. Et du coup, bah, t'as l'impression que l'ingénieur son voulait corriger, et donc on remettait des bouts par-dessus. Donc bah, ça faisait double effet qui se coule. Effectivement, c'était un petit peu indigeste pour nos chastes oreilles. Ah, mais c'est exactement ça, papy. Le mec, en fait, voulait masquer les réactions du public, quoi. Et c'est là où je trouve ça complètement con, c'est que dans ces cas-là, eh ben, écoute, les mecs de la WWE, les officiels, ils pouvaient briefer le public avant, en leur disant, bon, bah voilà, on va avoir une phase, voilà, heel, face, ceci, cela. On vous demande pas forcément de faire exactement ce qu'on vous demande, mais ça serait sympa quand même de rester un peu fidèle aux alignements, tu vois, quoi. Plutôt que laisser cet abruti d'ingénieur son décider par lui-même quand est-ce qu'il fallait faire des bouts et quand est-ce qu'il fallait encourager, quoi. Enfin, j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens. Non, mais en fait, alors moi je vous spoil, mais c'est mardi prochain. On va apprendre qu'il y a un hacker ingénieur son à NXT. Ça, c'est Mustafa Ali. Voilà, c'est Mustafa Ali en fait. Et le mec, il est mis à toutes les sauces maintenant. Voilà. Non, par contre, je partage, en plus, en fait, je partage un peu votre inquiétude dans le sens où je me dis: «Est-ce que le public est tellement content de revoir du catch, qu'il va pas, aller au-delà des alignements et juste encourager tout le monde? Et est-ce qu'ils vont pas, tenter ce genre de truc sono à WrestleMania?» Je n'espère pas. Je Ah J'espère pense pas, pas, non, non, je mais pense c'est pas. moche, hein. je pense pas que Non, dans un mais stade ça le fasse, là, mais il y avait quoi, à votre avis, il y avait quoi comme audience là? Il y avait quoi, 500 spectateurs peut-être Même dans le pas, Capitol Wrestling oh, même Center? pas, je Même pense. pas, peut-être même pas 500, même pas ouais. 100, hein. Mais, et Si, 100, 200 alors peut-être. que là, à WrestleMania, ils seront 25 000, ça sera pas la même limonade, quoi. Ouais, non, normalement, bah, WrestleMania devrait être, enfin, on espère, on va prendre un tellement vu de saloperies. Ouais, je Non, préfère rien dire. je peux pas croire qu'ils vont nous faire une saloperie avec l'ingénieur son à WrestleMania, quoi. Là, ça serait un sacré scandale. Ben, on verra bien, on verra. On n'y est pas encore, les amis. La semaine est loin d'être finie. C'est clair. Et effectivement, ensuite, Papy nous l'a dit, on part sur un triple threat. Alors, c'est très compliqué. C'est un match tag team pour les ceintures tag team de NXT qui sont vacantes puisque Oui, Karrion Kross a cassé la moitié des champions. Donc, du coup, nous avons les MSK qui ont quand même gagné le tournoi le Dusty Dusty Road Rhodes. Classic. Voilà. Les Grizzly Road Veterans qui étaient leurs adversaires en finale, hein, si ma mémoire est bonne. Ouais. Ouais. Et les Legado del Fantasma, donc les deux, voilà, des latinos, pour refaire plaisir à Tonton qui saute dans tous les sens. Alors, c'est un match Superbe masque de Joaquin Wilde pour leur entrée. J'étais presque déçu qu'il l'enlève d'ailleurs. qui le garde pas, ouais. Le masque casque un peu, là, il était impressionnant. Ouais. Donc, un match difficile à relater. Je vais faire ça dans les grandes lignes parce qu'en fait, ils ont le droit d'être trois, hein, un de chaque équipe à la fois. Au début, j'avais pas trop compris s'ils avaient le droit ou pas. En fait, si, hein, ils ont eu le droit. Donc au début, on a une session où c'est les Grizzly Youth Veterans qui travaillent à deux et qui font un peu un clean house en dégageant tout le monde dans tous les sens. Les MSK puis les Legado del Fantasma, ils s'amusent eux, à faire des suicide dive dehors, pareil sur tout le monde. Là, on a des pyramides humaines qui tombent. Les deux de Legado del Fantasma, ils font chacun une sorte de coast to coast sur un MSK façon Shane McMahon en sautant depuis le turnbuckle. Les petits latinos, donc les Fantasma, ils travaillent longtemps à deux sur un des deux MSK. Alors désolé, j'ai pas tous les noms. Là, j'ai pas tout noté, je les identifie pas tous. Ça ira, t'inquiète pas. Voilà. Et donc il y en a un des deux qui se fait laminer longtemps, et puis ensuite il réussit à faire un hot tag sur son pote qui s'appelle Wesley, je crois, qui lui il détruit tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur. Il fait suicide dive, il fait un pele kick sur le Grizzly de Veterans qui est pas barbu là, celui qui est blond. On a un segment assez intense où les deux Grizzly de Veterans arrivent chacun à faire une soumission à un des membres de MSK, et les deux ils se regardent, et il y a un des deux qui empêche son copain de tap out. C'est très très émouvant. Mais du coup, comme c'est un peu long, la Legado del Fantasma vient et puis il nettoie un petit peu tout, donc il y a du gros bordel. Euh, alors les vétérans et les MSK se mettent chacun pour détruire un des fantasmas en les envoyant dehors, en les faisant des sortes de power bombs prises à deux. On finit par une grosse baston à 4 sur le ring, et c'est là-dessus, c'est les vainqueurs du trophée du tournoi Dusty Rhodes qui réussissent le double trophée. Les MSK l'emportent, nouveau champion, et voilà, nouveau règne qui commence. Donc voilà, réussite, papy, pour ce triple threat, ou un peu trop le bordel?
Ouais, réussite moyenne, on va dire. C'était un moyen plus. C'était un petit peu trop le bordel, effectivement, j'ai trouvé par moment. En fait, j'ai trouvé que les Grizzly Duke vétérans, je les ai pas du tout sentis dans le match, en fait. La plupart des spots, c'était plutôt les 4 autres qui géraient, qui pour le coup ont fait en sorti vraiment la grosse artillerie. Et je suis un peu déçu par les Anglais. J'ai été surpris aussi une fois de nouveau par le public. J'ai l'impression qu'ils soutenaient plus les Ligado del Fantasma que le MSK. Je sais pas si vous avez eu le même sentiment. J'ai même l'impression que le public était un poil déçu que ce soit MSK qui gagne à la fin, alors que pour le coup, c'était les seuls faces de la rivalité et c'était un peu les champions logiques vu qu'ils avaient gagné le Dusty Classic. Donc moi, j'étais pas trop étonné. Mais sinon, ouais, c'était bien, mais un petit peu. J'ai eu du mal à comprendre les règles en fait. Je dis, attends, ils sont en tornado dans les son tag team parce qu'à un moment ils se passent la main, mais ouais, c'était un petit peu fouillis. Mais bon, après voilà, ils se sont fait plaisir. C'était un bon match, mais par contre, je dirais bon sans plus. Eh ben, décidément, j'ai pas l'impression d'avoir vu le même pay-per-view que Papy. Moi, je trouve que c'était un match fantastique. Alors, voilà, quoi. Moi, 15 minutes 30. Et j'ai découvert véritablement les MSK, parce que même si je les avais suivis pendant le Dusty Rhodes Classic, je les avais trouvés plutôt bons et plutôt prometteurs, on va dire. Alors que là, j'ai trouvé qu'ils s'étaient véritablement affirmés pendant ce match. Et je pense que c'était aussi un peu le but. Et moi, ils m'ont épaté, les deux jeunes, Nash Carter et Wesley. Là. Vraiment, je les ai trouvés incroyables. Alors, je sais pas pourquoi tu as trouvé les GYV pas dedans, parce que Drake et Gibson, et en particulier Drake, s'est envoyé, en particulier en sautant de la troisième corde, en prenant un run sur la rampe pour venir atterrir au milieu des deux. Après, derrière, ils encaissent un énorme spot des MSK qui sautent tous les deux par-dessus la troisième corde. D'un spot fantastique. À côté de ça, les Mexicains, ils n'ont pas donné leur part aux chiens. Ils ont tellement pas donné leur part aux chiens qu'à un moment, je me suis demandé s'ils n'allaient pas gagner. Parce que vraiment, quand il y a ce que tu as décrit, Raphaël, sur le passage des soumissions, là, et ben à ce moment-là, ça a été le moment où je me suis dit, ah putain, les Mexicains, ils vont peut-être avoir leur spot, quoi. Parce qu'effectivement, ils cassent les soumissions et derrière, ils ont une grosse phase de domination où il y a un énorme near fall pour Joaquin Wilde. Oui. Mais vraiment, sur ce near fall, bah là, j'ai sursauté, quoi, parce que j'ai vraiment cru qu'ils allaient le gagner, quoi. Je me dis, c'est 1, 2, 3, là. Et non, out of nowhere, ils kick out, et derrière, ça reprend. Et les deux jeunes, mais ils ont fait un match. Et alors, je suis pour les deux jeunes, là, je suis particulièrement impressionné par Wesley, quoi. Parce que Wesley, c'est le plus petit des deux. Et parce qu'en fait, c'est facile, c'est un blanc et un black de toute manière. Et Wesley, donc c'est le black, ou black ou métis, je sais pas. Et lui, il m'a impressionné, mais grave. En particulier, ils ont fait des spots un peu. Alors ça m'a fait penser à des vieux trucs, puisqu'ils ont fait des spots. Ils ont fait un spot que faisaient les Rockers, où Jannetty se mettait à quatre pattes. Et les Hardy Boys aussi le font, ça, Ah oui. pour le Poetry of Motion. Mais là, sauf que là, c'était pas vraiment dans la version Poetry of Motion, c'était vraiment dans la version Rockers. Donc là, je parle de catch que les moins de 20 ans, voire même les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Et c'est quasiment le même move à l'identique, et en plus super bien réussi. Il n'y a pas eu de faute, il n'y a quasiment pas eu de botch, il y a eu une ou deux approximations, on va dire. Mais sinon, globalement, c'était super propre. Les mecs se sont envoyés. Alors, c'était moins stiff que Walter Ciampa, mais techniquement, c'était super propre. Moi, j'ai été emballé, j'ai été tenu en haleine pendant tout le match. Et j'avais donné les MSK vainqueurs, mais au fur et à mesure du match, moi, j'en étais arrivé à être pour les Mexicains, quoi. Moi, je pense que le public a fait comme toi. Oui, c'est parce que oui, tu as soulevé cette chose-là, justement, mon papy. Et effectivement, le public, petit à petit, s'est retourné en faveur des Latinos, quoi. Et à ma grande surprise, d'ailleurs. Et à la fin, sur les 2-3 dernières minutes du combat, bah, moi, finalement, j'ai été pris comme le public, quoi. Et je me suis dit, ça y est, c'est les Mexicains qui vont gagner le match, quoi. Et puis, bah non, finalement, MSK a retourné la situation. Et j'ai trouvé que c'était un grand match de tag team, un très grand match, un match auquel je mets 4 étoiles. Ouf, un très gros score là pour tonton Chris. Mais écoutez, moi qui suis le juge de paix, hein, je vais avoir un avis tout à fait intermédiaire parce que j'ai trouvé le match bon, très dynamique et effectivement très agréable à suivre. Tu nous as donné le timing, tonton, c'est 15 minutes 15 minutes 24 exactement. Très bien. Alors moi, ça m'a pas du tout ennuyé et j'ai bien kiffé. J'ai eu un petit peu plus de mal quand même à le trouver lisible à certains moments. Il y a même des moments où j'ai un peu confondu entre les latinos et les MSK qui faisaient quoi là quand ça partait dans tous les sens.
Et c'est vrai que les règles, bon, voilà, ils se sont fait plaisir effectivement, mais du coup, on savait plus trop bien qui était où à quel moment. Mais moi, j'ai été un peu comme toi, tonton, c'est-à-dire que le MSK paraissait les vainqueurs les plus logiques, mais je me suis dit, bah, est-ce qu'ils vont suivre la logique ou pas? Les latinos m'ont bien plu aussi, j'ai bien aimé les Anglais, donc j'ai plutôt trouvé que c'était une belle rencontre. Je mettrais peut-être pas 4, mais j'ai trouvé qu'il y avait une belle opposition des styles en général et que c'était un bel affrontement. Et puis effectivement, les petits jeunes, on les connaît très peu, donc ils nous ont fait belle impression. Wesley qui a fait voilà le hot tag à un moment, donc il a fait quasiment un clean house à lui tout seul, et effectivement prometteur. Yep. Et en fait, je suis d'accord avec vous. Quand je dis que les Anglais sont un poil en dessous pour moi, c'est qu'autant MSK, je les ai sentis vainqueurs, autant les Legato del Fantasma, comme vous, j'ai la construction du match me faisait dire que ils seraient des champions méritants, alors qu'au début, tu sais, on disait que c'était un peu les losers de cette rivalité, on savait pas trop ce qu'ils foutaient là, parce qu'ils foutaient pas grand chose depuis des semaines. Et puis là, sur le match, ils ont fait une super construction. Et par contre, les Anglais, je les ai jamais sentis. Alors, ils ont participé, mais je les ai jamais sentis comme potentiel vainqueurs finalement. Tu vois, ils ont jamais été extraordinaire. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire en fait. Très bien, c'est dit. C'est dit, et tout ça nous amène au main event, les Main amis. event. Le main event de cette première nuit. Alors, j'avais noté et j'allais noter qu'il sera sûrement le seul main event féminin de cette WrestleMania Week, mais on ne sait plus ce qui va se passer à WrestleMania nuit 1. On ne sait pas. Restez connectés, écoutez-nous, parce qu'on ne sait plus. Voilà, on ne sait plus. Donc, il y aura peut-être d'autres main events féminins, mais là, en tout cas, le main event est donc celui de la championne féminine solo de NXT. Donc, c'est Io Shirai qui tient le titre depuis un moment, puisqu'elle l'avait prise à Charlotte dans le fameux triple threat avec également Rhea Ripley. Et là, elle affronte Raquel Gonzalez, qu'elle a choisie. Elle l'a désignée, elle est venue la chercher, elle lui a dit c'est toi que je veux affronter. Et ben Raquel Gonzalez, elle lui prouve bien qu'elle a bien fait, puisque ça a à peine commencé, la cloche a à peine sonné, elle s'attaque directement à la japonaise, elle lui envoie un big boot, elle la travaille dans tous les coins, elle la tabasse dans le turnbuckle. Io Shirai, c'est la Genius of the Sky, donc elle évite, elle passe en dessous, elle évite les points, elle passe entre les jambes, elle fait des Huracan Rana. Elle fait un crossbody, elle fait un suicide dive. Elle monte sur le turnbuckle pour sauter sur Raquel Gonzalez qui est dehors, mais il y a Dakota Kai qui vient la faire chier. L'arbitre dit hey, Dakota Kai, dehors. Oh merde, Dakota Kai est exclu. Voilà, merci, ça fait plaisir. Raquel Gonzalez, elle envoie Io Shirai contre le poteau à l'extérieur du ring. Bon, elle domine longtemps la grande costaud. Elle envoie donc Io Shirai dans la tête sur la troisième corde. Elle lui fait une série de descentes du coude. Elle fait une sorte de torture rack là. Elle tord Io Shirai sur son dos dans tous les sens. La japonaise réussit à s'en sortir. Elle place un Huracan Rana, 619, missile dropkick, crossface. Mais Raquel Gonzalez touche les cordes, donc ça tomber ne peut pas se faire. On a droit à un moonsault sur la rampe de Io Shirai, qui s'élance, qui court à toute vitesse et qui va faire un double knee, double genou sur Raquel Gonzalez. Donc là, on est à l'extérieur du ring, on est sur la fameuse rampe, on est remonté quasiment jusqu'au Titantron. L'arbitre a décidé de ne pas faire de décompte à l'extérieur, visiblement, dans ce match. Non, c'était Il a raison, il a raison. Et il a bien raison, parce que pendant qu'on filme Raquel Gonzalez qui sait ah là là, elle a mal, on sait plus trop, mais où est passée la japonaise? Où est passée Io Shirai? Eh bien, figurez-vous qu'à l'entrée du ring, là, par l'arrivée des catcheurs, il y a un magnifique crâne là qui ressemble à un bon gros crâne de Stone Cold ou je ne sais quoi, une très belle décoration. Et bien Io Shirai, elle est montée sur le crâne et elle saute depuis ce crâne directement sur Raquel Gonzalez. Alors si vous l'avez raté en direct, on l'aura 8 fois, je pense, en replay pour bien comprendre que oh là là, gros spot. Ah ouais. Gros spot. Et puis comme ça laisse un peu le temps aux jeunes femmes de se remettre. On finit par regagner le ring. Io Shirai refait un moonsault et ça fait simplement 2. À l'extérieur du ring, Raquel Gonzalez reprend ses esprits, elle envoie son big boot dans la tronche de la japonaise, elle lui fait une sorte de gros choc slam. On revient in ring, elle est fait, donc Raquel Gonzalez envoie une grosse clothesline, un gros powerbomb, et là-dessus, ce coup-ci, les powerbombs chez les femmes, c'est fatal. 1, 2, 3, la soirée se finit par une nouvelle championne méritée, une nouvelle championne prometteuse, un talent qui éclot. Tonton Chris, tu es conquis par Raquel Gonzalez. Ah ouais, non, mais moi je suis conquis par les deux. De toute façon, là, je vais encore une fois, je vais être dithyrambique. J'ai un match de 13 minutes. Pareil, j'en aurais bien pris 2, 3, 4 minutes supplémentaires.
Oui, un peu court pour un main Il event. Ouais. il y a eu un nombre de spots, mais incroyable entre les deux. Je pense en fin de match, en particulier au lariat que met Raquel Gonzalez à Yoshirai. Mais Yoshirai, elle fait un selling, mais c'est incroyable, quoi. Elle fait quasiment un flip arrière sur elle-même sur la clothesline. C'est dément, c'est dément. Et parce que ça, c'est une des qualités de Yoshirai aussi, c'est le selling. Parce que finalement, comme elle, c'est pas un gros gabarit. Et là, elle se retrouve face à un powerhouse monstrueux qui est Raquel Gonzalez. Donc, du coup, il y a déséquilibre des forces à ce niveau-là. Et vraiment, mais j'ai trouvé le match, mais de bout en bout, mais d'un rythme et d'une intensité mais permanente. Il n'y a jamais eu de temps mort. Alors évidemment, le seul temps mort qu'on aura eu, ça aurait été suite aux gros spots sur la tête de mort. Mais là, parce qu'il il fallait bien au moins 1 ou 2 minutes pour que les deux filles puissent s'en remettre. Et puis, Raquel, elle continue avec ce finisher dévastateur, là, son one-handed powerbomb, là, c'est quand même quelque chose, quoi. Il y a peu de nanas qui peuvent se permettre ce genre de move à l'heure actuelle. Et Raquel Gonzalez, elle en fait partie. Et moi, j'ai été conquis par ce match. Alors, j'avais annoncé la victoire de Raquel Gonzalez, même si ça m'attriste pour Yoshirai, mais bon, Yoshirai, là, elle sort d'un règne de presque 1 an. Donc, ça me paraît assez logique, la victoire de Raquel Gonzalez. Pour moi, Raquel Gonzalez, elle commence à être quand même relativement ancienne dans le roster féminin là, de NXT. On l'a vu quand même beaucoup. Elle a gagné les War Games. Elle s'est déjà montrée à plusieurs occasions. Elle a gagné le titre par équipe. Finalement, son cheminement est assez logique. Elle vient de gagner le titre individuel. J'espère qu'elle va avoir un beau règne. En tout cas, chapeau bas, mesdames. Vous avez conquis Tonton Chris et j'espère que vous avez conquis le Papy et le Raphaël et le peuple de Catch-Up par la même occasion. Le peuple de Catch-Up, il nous le dira en commentaire, n'hésitez pas, mais Papy va nous le dire de suite. Ouais, alors je sais pas par quoi je vais commencer. Je vais peut-être commencer par les petits points qui vont faire hurler Tonton, Voilà. juste pour l'énerver, pour le chauffer un peu. Voilà. C'est la baston. Concernant la baston, donc je vais le chauffer. Et le spot avec le crâne là, franchement, il était super mal filmé quoi. Parce que tu vois Yoshira qui fait tomber Raquel Gonzalez par terre, et puis d'un coup tu vois qu'il se bat en coulisses comme si elle avait la gastro. Alors je me dis tiens, et elle a un petit souci digestif, Yoshira, qu'est-ce qui se passe? Ensuite il filme Rachel Gonzalez par terre pendant 5 minutes, puis après effectivement tu vois que Yoshira est parti là-haut. Donc voilà, c'était juste ma petite attaque gratuite de Yoshira avec sa gastro qui du coup monte sur les crânes pour pouvoir la faire passer. Et non, juste si je dois refaire un autre petit truc, un autre petit bémol sur ce match-là, je pense pas que c'est une bonne idée de mettre Dakota Kai au début du match. Je pense qu'ils auraient dû directement la faire partir. Parce que là, Ah la bah ouais. faire intervenir puis servir et tout ça, on s'en foutait. C'était pas du tout l'histoire du match d'avoir Dakota Kai. C'était vraiment plus l'histoire qui était focalisée sur les deux autres. Et j'aurais bien aimé qu'elle apparaisse, tu sais, genre sous le titre au début, puis qu'après elle rentre dans les vestiaires, tu vois. Ça aurait donné un peu plus. Voilà. Là, ça m'a perturbé inutilement pendant le début de match de l'avoir aux abords du ring. Et puis sinon, le match était bien, était vraiment bien foutu. Ils se sont bien foutus sur la gueule. Un vrai finish. Voilà, Raquel Gonzalez a des leçons à donner à Walter concernant un vrai finish. Là, au moins, tu comprends pourquoi elle a gagné le match. Elle te soulève l'autre à 4 mètres de haut et puis elle te l'écrase par terre. Elle te met pas juste un petit attémie du bout des doigts. Ça, c'est un vrai finish. Bravo Raquel. Je suis ravi qu'elle prenne la ceinture parce que, comme Tonton, je l'ai vu grandir là, toute l'année et je pense que c'est son moment. Et je pense qu'elle n'est pas encore prête pour le main roster, Raquel, mais par contre, elle s'en approche, elle s'en approche, elle s'en approche et que ce règne va lui permettre de peaufiner le reste de son personnage, le reste de son moveset et qu'elle va être un gros talent qui va éclore par la suite. Et puis voilà, j'ai dit juste un poil déçu par la durée du match. En fait, je pense que j'ai trop attendu ce match-là qui, pour le coup, était super bien construit en plus dans le dernier NXT hebdo de la semaine dernière. Là, ils avaient super bien construit la rivalité avec un tout un fil rouge sur la haine qu'il y avait entre les deux. Et du coup, je m'attendais vraiment au méga main event qui dure 20 minutes avec de la haine partout et des filles qui n'en peuvent plus et qui se battent jusqu'au bout du bout. Finalement, il était ouais, limite un poil trop court pour moi. J'aurais bien pris 5 minutes de plus de haine en fait entre les deux. Donc voilà, c'est mon seul truc, mais sinon c'est vraiment un bon match. Et on a une belle championne du côté de NXT. Ouais, moi aussi, j'ai été surpris quand ça a démarré, parce que forcément, on voit le timing quand on a téléchargé ou autre, donc on se dit ah, tiens, bon, bah, il y aura que 15 minutes. C'était
un peu étonnant, mais c'était quand même 15 minutes très denses et moi j'ai trouvé que c'était une belle performance. Donc oui, tonton Chris, elles ont réussi à me convaincre. Moi j'ai voilà, le même avis que Papy sur, Dakota Kai, elle a servi à rien. Soit elle aurait dû prendre un grand coup dans sa gueule parce que j'aime pas Dakota Kai, un gros crossbody là ou un Huracan Rana qui la fasse dégager. Mais là même pas, c'est ce spot qu'on a vu 1000 fois que j'aime pas de l'arbitre qui dit, «You out!» et puis hop et puis elle dégage. Mais bon, elle nous aura pas fait chier longtemps et puis après on aura eu une belle performance. Moi je trouve que le spot du crâne, il est bien cool quand même, il est Carrément. sympa. Elle saute de hyper haut et puis, par contre, moi j'avoue que j'étais, je je suis d'autant plus content que j'étais pas, convaincu qu'il y ait changement de titre. Je pensais que Yoshirai allait faire encore un peu plus longtemps, dans son règne, mais je suis très content pour Raquel Gonzalez qui effectivement, est en talent là que la WWE est en train d'affûter et si elle continue comme ça, elle peut faire mal. Voilà, on attend de la voir contre Shayna Baszler ou Nia Jax. Oh, Surtout, t'es contre Shayna méchant, t'es méchant. surtout contre Shayna Baszler, plus que Nia Jax, j'avoue. Non, mais c'était une belle rencontre, ouais, je suis bien content et ça finissait bien le takeover, je trouve, et puis qu'on ait quand même, voilà, un main event féminin. Alors on verra si on en a un deuxième, mais celui-là, il était de qualité. Il Ah était non, bah, attendu. moi non, moi, ouais, il était attendu et puis moi je trouve que c'était vraiment, enfin c'était de qualité. Après je vous rejoins sur le fait enfin, je l'avais dit dès le départ, mais c'est vrai que moi aussi, pour moi, c'était un petit chouille trop court. Un peu court. Il y avait ouais, effectivement, on est en plus, je crois que c'est parce qu'on est mal habitué eux aussi. On a tellement l'habitude d'avoir des main events de takeover qui durent 20-25 minutes que là, tout d'un coup, avoir un match de 13 minutes pour clôturer, c'était un petit peu short quand même. Mais, Parce heu, qu'il y a mais eu la d'autres matchs plus, enfin, tous les autres matchs étaient plus longs à part l'opener, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin non, parce que même le tag team, hein, le tag team a duré plus de 15 minutes. Ouais, Le c'est ça, gauntlet donc a tout est duré en fait. le gauntlet a duré 23 minutes. Donc ouais, 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 le Ciampa, Walter a duré, 17 minutes. Donc au final, oui, oui, c'était, pas le match le plus court, mais pas loin, quoi. Parce que Pete Dunne Kushida a duré 10 minutes, quoi. Donc Mmh. c'était vraiment, après moi, ça n'a fait que renforcer mon avis sur la division féminine, hein, de NXT, hein, de toute façon, hein, qui pour moi reste la meilleure division féminine mondiale du catch, quoi. Même dans le main roster, je trouve pas d'équivalent à l'heure actuelle. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, le main roster, c'est certainement dû au fait que les storylines sont un peu rincées Oui, et mal que booké. c'est ça qui gâche un peu parce qu'il y a du talent, hein. J'ai aucun doute sur le talent des filles dans le main roster de la Big League, mais elles ne bénéficient pas de la qualité des storylines de NXT. Et quand on voit comment ça a été construit, le Shirai Raquel Gonzalez à la sortie du War Games, bah moi je dis chapeau. Tout ça c'est du beau boulot, quoi. C'est ciselé, c'est parfait. Et j'aimerais bien qu'ils en prennent de la graine dans le main roster par moment avec les femmes. Ouais, et en fait, on parle de main event masculin ou féminin. Pour moi, ce qui est important, c'est des ceintures, enfin des titres prestigieux et des bonnes histoires à nous mettre en main event, en fait. Et autant ce match-là, c'était peut-être même la rivalité la mieux construite, filles et garçons confondus. Donc pour moi, il était main event sans aucun souci. Autant, bah, dans le main roster, petit aparté, mettre un main event féminin parce que c'est des filles, je trouverais pas ça forcément mérité. Parce que pour le coup, là, ils ont saccagé les histoires des filles des 2 côtés, hein. De côté Raw et SmackDown, c'était pourri des 2 côtés. Donc un peu dommage, voilà. C'est dommage que la division féminine, ils prennent pas exemple de ce qui se fait sur NXT qui était effectivement très, très bien booké. Et moi, je vais en rajouter une couche parce que moi, je vous avoue que moi, ça me ferait pas trop plaisir d'avoir Bianca Belair, Sasha Banks en main event de la soirée 1, hein. C'est absolument pas lié au fait que j'ai pas envie de voir catch féminin en main event. Loin de là, je faisais partie des grands supporters du triple threat de l'époque entre Rousey, Charlotte et Becky. Donc ça me pose pas de problème d'avoir les femmes en main event, mais il faut qu'il y ait une histoire qui suit derrière, qui est solide, etc. Et je trouve que c'est pas le cas avec ce qui s'est passé avec Banks et Belair. On nous aura bien fait chier à SmackDown avec Nia Jax et Baszler dans cette histoire. Ça aura pourri le bousin pendant plusieurs semaines. Et Sasha Banks se répand partout sur les réseaux sociaux et clame à qui veut l'entendre qu'il faut que ça soit Baszler Banks le main event de la soirée 1. Je ne partage pas son avis, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer quand même. Eh ben, il faut lui dire sur Twitter, il faut lui dire sur Twitter. Ouais, d'ailleurs, ouais, je crois que je vais lui envoyer un message à Sacha. Je vais lui dire non, mais oh, hey, Tu oh, tournes oh, 10 heures vite. Bobby versus Drew.
Bobby versus Drew. Mais Et à la j'ai mis limite, même le match des tag team féminines est plus intéressant que le Banks Bianca. Moi, je le dis, moi. Ouais, bon, messieurs, l'émission n'a que trop duré. Vous vous égarez là, vous parlez de SmackDown, de main roster, de tout ça. Nous n'y C'est sommes vrai, pas c'est vrai. encore. Gardez votre énergie pour toutes les émissions qui nous restent pour cette semaine. Là, on en a fini pour cette nuit 1 de Takeover Stand and Deliver. Allez, pour avoir un petit effet crescendo, j'espère, on va commencer par écouter le top, flop et note de Papy. La parole est à l'accusation. Nous t'écoutons, Papy. Ah, bah oui, effectivement, je pense que je vais être certainement la plus basse note. Mon top, j'hésite un peu, mais je vais comme le donner sur un peu sans surprise pour le main event, puisque on en parle souvent, c'est la touche finale du gâteau, la cerise sur le gâteau. Et quand la cerise est bonne, ça améliore le gâteau. Et donc, du coup, ce main event-là était bien et un bon finish en plus. Donc, du coup, bravo aux filles. Elles ont assuré. C'est un match attendu et elles ont assuré. Elles ont délivré. Voilà. Je ne sais pas si elles ont stand-dead, mais elles ont délivré. Mon flop, j'hésite beaucoup sur le flop en fait. Parce que j'hésite entre la carte et les pubs. Parce que les pubs, ça m'a vraiment fait chier, mais puissance 1 milliard. Ouais, je veux dire, allez, je vais faire un global en disant l'organisation de takeover par la WWE. Comme ça, j'englobe les sons dégueulasses, les pubs, les matchs qui n'avaient rien à foutre sur la carte, parce que c'est pas finalement la faute des catcheurs s'ils étaient là, hein, c'est pas eux qui l'ont décidé. Donc voilà, donc c'est plus l'organisation de ce takeover en 2 soirées qui, du coup, pour moi, c'était pas forcément une qualité de pay-per-view ce qu'ils nous ont montré en termes de promotion de l'événement. Voilà. Et ma note, du coup, donc au début, je voulais juste mettre la moyenne. Après avoir un peu mis d'eau dans mon vin, je vais monter quand même à 2,75 pour ce pay-per-view. Oh, Parce que, comme je vous dis, il y a déjà 2 matchs sur 5 qui n'ont rien à foutre sur le truc. Et donc, quand tu vires 2 matchs sur 5, ça pique un peu au niveau de la note. Les tag teams, j'étais pas plus que ça emballé. Et donc, j'ai vraiment 2 matchs qui m'ont plu. Le Walter Ciampa et le match féminin. Donc, 2 sur 5 qui me plaisent, 2 qui n'auraient pas leur place et un qui était moyen plus. Je note moyen plus à un 2,75. Tonton, il s'en étouffe. Alors on t'écoute. La parole est à la défense. j'ai cru que j'allais faire une attaque là. Eh ben moi, écoute, j'ai passé un super moment avec cette soirée 1. Il y a pour moi 3 matchs de très très grande qualité et 2 matchs moyens plus, on va dire. Voilà, le Kushida Dunn et puis le Gauntlet. Mais pour moi, le Walter Ciampa, le tag team et le main event sont 3 matchs de grande grande qualité. C'était vraiment, j'ai kiffé, vraiment, ça m'a fait plaisir d'attaquer. Bon, après un Raw très moyenasse, hein, mon bon Raphaël. Ça m'a fait plaisir d'enchaîner avec cette première soirée de Takeover que j'ai trouvé de super qualité. Mon flop, j'en ai parlé pendant la review, de toute façon, va aller à l'ingénieur son parce que franchement, j'ai trouvé que c'était honteux. Parce que ça a duré pendant tout le pay-per-view, c'est pas une ou deux conneries comme ça pendant un match. Non, ça s'est passé pendant tout le pay-per-view. Alors évidemment, il faut faire attention. Peut-être tout le monde n'a pas fait forcément gaffe à ce genre de détails. Moi, peut-être par des formations professionnelles ou des choses comme ça, voilà quoi, ça m'a tout de suite, ça m'a attiré l'oreille. Mais dès le premier match, hein, dès Don Kushida, je me suis dit, là, il y a un truc qui va pas là avec le son. Là. Ah, mais voilà, mais tu Et, es dans le son, toi. C'est normal et, aussi. Tu as l'oreille. et- et donc du coup, j'ai dit non, mais là, c'est pas possible. Et sur le coup, en fait, je me suis dit, ah mais c'est une connerie, c'est une erreur en fait. Ils vont rectifier une fois que le Don Kushida sera fini, ils vont rectifier l'affaire. Et en fait, pas du tout. À chaque match, on aura eu droit à ça. Et ça m'a énervé. Ça m'a gonflé, quoi, parce que même pendant le main event, on a eu droit à ce genre de conneries, quoi. Pourtant, avec une Raquel qui est une heal absolue, quoi. Mais voilà, comme je crois le papy l'a dit à un moment, là, le public était tellement content d'être de retour, qu'il y ait de l'ambiance, qu'il y ait un peu de folie et tout ça. Et qu'il y ait un abruti avec un casque sur les oreilles qui fasse n'importe quoi dans le car Régisson, ça m'a énervé. Donc, il prend mon flop et il a de la chance que je ne sois pas le patron de la production parce qu'il aurait été viré direct. Et mon top, mon top, je vais pas faire dans l'originalité, je vais suivre Papy. Je l'aurais bien donné à Walter Ciampa quand même, quoi, parce que c'était quand même, c'était un monument ce match. Mais comme j'ai trouvé le tag team de super qualité aussi, donc du coup, je vais faire honneur aux femmes et je vais le donner au main event. En plus, je suis ravi que Raquel gagne le titre. Io, ça n'enlève rien du tout à la qualité de son règne à l'année qui vient de s'écouler là.
Elle a fait un match formidable aussi. Donc vraiment, les filles, elles m'ont emballé, mais alors vraiment, j'étais à fond de la première seconde jusqu'à la dernière. J'ai beaucoup aimé en plus l'attitude de Raquel à la fin, quoi, parce que ou d'ailleurs l'ingénieur son, au moment où l'arbitre amène la ceinture, il envoie du bout le mec, alors qu'en fait le public est en train d'applaudir et est en train d'envoyer des cheers à Raquel, quoi. Et c'était hallucinant, ça aussi, c'était un truc. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'il fasse ça, quoi. Pas au moment de la remise du titre, quoi. C'est pas possible de faire un truc pareil, quoi. Et par contre, voilà, pour revenir à la catcheuse en elle-même, Raquel, vraiment, elle a une attitude. Enfin, on sent une émotion, mais énorme, quoi. On sent que en elle, tout remonte là, voilà, certainement de tout son background et de toute sa carrière passée. Et ça y est, finalement, elle touche le Graal en prenant la ceinture individuelle de NXT. Et vraiment, je le dis encore une fois, mais chapeau bas à Raquel et chapeau bas à Io. Je vous fais même des bisous, les filles. Et puis, Allez, ma note va être une très Attends. bonne note. Ma note, j'hésitais entre un 3,75 et un 4. Je vais pas mettre un 4 à cause de l'ingénieur son et à cause de deux matchs moyens qui auraient pu être des matchs de meilleure qualité s'il y avait eu un meilleur build, en fait, je pense. En particulier pour le Dun Kushida. Donc, je vais donner un 3,75 à cette première nuit de TakeOver. Ouais, moi je suis content de cette nuit, hein. Vraiment, j'ai passé 2 heures. On en avait discuté un petit peu, hein, à l'émission de Raw, quelle durée allait avoir ces nuits-là. Moi, je trouve que du coup, c'est bien, c'est digeste, ça se regarde en Ouais, 2 heures. C'est Oui. vite fait. Donc, effectivement, c'est peut-être. Est-ce que ça valait le coup de le faire en 2 soirs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était bien passé. Donc, moi, je vais donner. Puisque vous avez encensé les filles, moi, je vais mettre mon top à Walter. Allez, 2 ans de règne, c'est quand même costaud. Bravo, c'est vrai. l'Autrichien. Voilà, les valses de Vienne et tout ça. Bien joué. Gros catcheur. Gros potentiel lui aussi. On a hâte de le voir dans la Big League contre Drew Gulak, évidemment. Ouais. Et puis le flop, moi je suis pas un très. Bon, moi ça m'a fait chier un peu le son aussi. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est de me dire que ça fait souvent, hein, depuis qu'on est en Corona Mania, qu'on a des conneries comme ça. Ouais, Donc c'est vrai. C'est je vrai. pense qu'il sera pas viré parce que je pense qu'ils sont contents de son boulot. C'est ça le pire. Et- donc moi je vais plutôt mettre le flop à l'opener. Je veux dire qu'il a manqué de. En fait, Kushida est bon et Pete Dunne aussi, mais là je trouve qu'ils se sont affrontés comme si ils s'étaient croisés dans les vestiaires en se serrant la main. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Tenez, c'est notre moment, allons-y, allons faire connaissance sur le ring. C'était assez, ça manquait d'intensité et c'est vrai que c'était peut-être pas le bon opener. C'est peut-être, on aurait peut-être dû mettre le tag team en opener et puis ce match-là pour calmer un peu avant le main event, je ne sais pas. Moi j'ai mis, je décerne 3,75 aussi, hein, je suis très content de la soirée. Ah, Ouais, non, très bonne note, pas de souci. Moi je suis Collabo. de la. Ah bah moi je me range du côté du tonton, je suis dit ouais. tonton Côté de Rambic. Walter. Collabo. Ouais, C'est la voix de la raison. voilà, Walter. Mais j'en attends. Je sais pas trop quoi attendre de la deuxième nuit parce qu'effectivement la carte me fait une drôle d'impression. Il y a des matchs que j'attends et d'autres qui m'intéressent moins. Et j'espère qu'on aura une nuit aussi bonne. Si on a une semaine qui continue de cette qualité-là, moi ça me va. Ça me va quand même très bien. Il y a des titres dans tous les matchs, hormis 4 matchs sur 5 dans la deuxième nuit. Donc, Ouais, bah alors on peut les reprendre vite fait pour le peuple de Ketchup qui ne nous écoute pas. La deuxième nuit, nous avons donc les filles. Cross Baylor. Karrion Cross Shotzi contre Finn Balor, Blackheart. et Moon. Ember Moon, Moon contre Candice LeRae et Indy Hartwell. c'est ça. Les deux latinos, n'importe quoi. Les deux Le cruiserweight, Cruiserweight. dont Santos Escobar et puis l'autre, je sais plus son Jordan nom, Devlin. Jordan Match à Devlin. Et l'échelle. puis Le match voilà, à l'échelle, ouais. à l'échelle. Et puis j'ai tout dit, non, j'ai pas dit. Cole Ah oui. O'Reilly. Adam Cole, Kyle O'Reilly dans un match où vous avez le droit de faire ce que vous voulez, c'est pas grave. Et puis du coup, Gargano contre Bronson Reed. Et oui, voilà, effectivement. Bon, Allez, Bronson. Hein. Vas-y, Bronson. On est allez, tous avec Bronson. toi. Plus ta gueule à ce connard. C'est ce qui manque peut-être un peu dans ces deux nuits de takeover, là, c'est des stipulations, je trouve. Finalement, il n'y a que le Cruiserweight qui a le droit à un ladder match. Ah, puis Cole O'Reilly quand même, ils vont se mettre sur la gueule. Kyle O'Reilly, ouais, et Cole, ouais. Sanction match. Unsanctioned match, ouais, c'est un no DQ, quoi. Donc, bon.
Mais je trouve que ça manque un petit peu de stipulation quand même, quoi. Il y aurait pu avoir peut-être quelques tentatives de choses un peu plus. Mais bon, au final, on a un gauntlet dans cette première nuit, on a un triple menace pour le titre par équipe. Pour moi, c'était tout ça, c'était cohérent et c'était bien sympa. Enfin, en tout cas, moi, ça a grave bien relancé ma WrestleMania Week parce que après Raw, j'étais un petit peu abattu quand même. Eh ben écoute les amis, on va s'arrêter là pour la baston. Cher public, chers auditeurs, cher peuple de catch-up, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt team papy, plutôt team tonton, hein, si vous avez aimé, si vous aimez les atamis, si vous préférez les powerbombs, voilà, dites-nous tout dans les commentaires. Donc vous pouvez nous écouter sur YouTube et vous abonner à la chaîne évidemment. Vous pouvez nous trouver sur la plupart des plateformes de podcast, donc ça veut dire Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc., PodCloud. Voilà, téléchargez-nous, écoutez-nous dans les transports en commun, dans votre voiture, si vous le voulez, à vélo également, à pied, c'est tout à fait possible, en avion, même en sous-marin, comme vous le souhaitez. Faites attention si vous nous écoutez en passant par le canal de Suez. L'autre fois, quand le dernier pilote qui a entendu le peuple de ketchup de tonton, il a fait un petit virage. Ça a un peu bloqué l'économie mondiale. Mais c'est pas grave, on est là. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch-up et le Discord pour donner votre avis. Et comme vous avez compris, eh ben, il y a de la Discord parfois sur Discord. Donc on aime ça, la baston. On continue sur la WrestleMania Week. C'est parti pour la nuit 2 qui arrive. On verra qui sera au rendez-vous. C'est notre petite surprise. En tout cas, merci Papy d'avoir été là pour répandre ton venin. Ça fait plaisir. Mais oui, mais c'était un plaisir aussi de répondre mon venin. Mais non, attends, c'est pas du venin, c'est juste une parole d'un sage. Ah, c'est Vous du avez venin encore sucré. vous avez encore malheureusement les hormones de la jeunesse qui vous font tourner la tête, mais tôt ou tard, vous serez comme moi, vous saurez la vérité. Merci pour ces paroles. Tonton, merci, jeune homme. C'était un Oui, plaisir avec tes hormones partout, là. Comme nous a dit. merci à toi, mon bon Raphaël, pour cet hosting de qualité. Et puis, papy, je te déteste. Et ben voilà, et ben peut-être que vous aurez la chance de revenir pour une baston numéro 2 dès demain. Voilà, restez connectés, peuple de catch-up. À très bientôt, c'est la WrestleMania Week. On ne s'arrête plus, on ne dort plus, on ne mange plus, on regarde du catch. À très bientôt, ciao tout le monde. Ciao à tous, hashtag mettez 1 € pour que Walter s'achète un finisher. Salut, papy, salut, Raphaël, yeah! Salut, peuple de catcheur! Que de colère. J'attends tellement de. Oh là J'attends là, Athémie, je suis mort. j'attends tellement de voir Walter courir après le titre 24-7 à Raw. En plus, avec sa chaussette pour la main, ça va être beau.